Bien que le match, pendant le deuxième semestre, on a eu plus de réanimation. J'ai été encadrée par les docteurs HSC pour vous présenter et vous démontrer que le marchand de sable est en burn-out, en tout cas en réanimation. Et alors là, je vais faire une introduction. C'est très court, un petit. Donc là, la question, c'est la salle de réveil en fin de soirée. Avec le roar un petit peu, on entend. Est-ce que vous arriveriez à dormir dans cette situation? Sûrement pas. Voilà. Donc, pour rappel, le sommeil physiologique, c'est un état de perte de conscience apparente et réversible. Et les patients sont réveillables, ça les différencie complètement du coma et de la sédation. Donc le sommeil total est divisé en sommeil lent pour 75%, qui est lui-même divisé en sommeil lent léger et sommeil lent profond, avec des ondes delta à l'EEG. Et le sommeil paradoxal à 25%, ou rapid eye movement. Les deux les plus réparateurs sont le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Donc c'est ceux qu'on cherche à avoir à chaque temps de sommeil. Ça, c'est un histogramme de sujet normal. Et donc, il nous montre tous les stades. Donc, on passe d'un stade d'éveil à un stade de sommeil lent léger, puis encore du lent léger, jusqu'au sommeil lent profond, pour ensuite arriver au sommeil paradoxal. Plus on dort longtemps, plus on a des sommeils paradoxaux, et donc plus le sommeil est récupérateur. On est obligé de passer par les stades de sommeil lent, léger, avant d'arriver au stade les plus récupérateurs. On ne peut pas parler sommeil sans parler de mélatonine, qui n'est pas à proprement parler l'hormone du sommeil, mais c'est l'hormone régulatrice du rythme circadien, de la veille sommeil, et dont la production est stimulée par la lumière, et elle est produite par la glande pinéale. Elle régule juste le veille sommeil entre l'état d'éveil et le sommeil profond. Pour diagnostiquer les troubles du sommeil, il y en a plusieurs solutions, en tout cas plein de choses ont été essayées. L'actimétrie, c'est comme un podomètre, on met une montre comme des montres de sport. Le BIS, une hétéro-évaluation par les soignants, et des questionnaires d'auto, d'hétéro-évaluation. Mais tout ça n'a pas démontré de supériorité par rapport à la polysomnographie, qui est le gold standard. Le mieux, c'est d'avoir une polysomnographie de 24 heures, mais ce qui est très dur à avoir en réanimation. En tout cas, la dernière étude en date qui permet d'avoir une polysomnographie de 24 heures chez des patients en réanimation, c'est celle-ci, elle date de 2013. C'est une étude observationnelle sur 57 patients, dont presque la moitié sont ventilés mécaniquement, et ils sont entre races 0 et -1. Cette étude, elle montre que le temps de sommeil total est plutôt équivalent au sommeil chez les gens non hospitalisés en réanimation, aux environs de 5 heures au total. En revanche, la durée de sommeil sans réveil est de 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le patient est réveillé. Pour parler des cycles, en tout cas de sommeil profond ou de sommeil paradoxal, ils sont presque nuls, au maximum à presque 4 minutes, 20 minutes pour le sommeil paradoxal, mais on est vraiment proche de 0 en tout cas pour ces deux cycles de sommeil qui sont pourtant les plus récupérateurs. Et il y a sur cette étude en tout cas 27 réveils par heure. Les perturbateurs potentiels donc, du sommeil, ce serait la ventilation, le bruit et la lumière, la douleur, les médicaments qu'on administre, que ce soit sédation ou autre, la pathologie du patient, l'inflammation, l'anxiété, mais aussi les soins. Concernant les perturbateurs potentiels, on commence d'abord par le bruit. Donc on a vu dans la première diapositive, les recommandations pour le bruit dans les hôpitaux, c'est inférieur à 35 décibels. Sur la première étude que je vous ai montrée de la polysomnographie de 24 heures, en moyenne, c'était 53 décibels en journée et 50 décibels la nuit. Donc il n'y a pas vraiment d'alternance veille-sommeil, avec une médiane de 416 pics sonores supérieurs à 80 décibels le jour et 90 la nuit. 90, c'est un sèche-cheveux. Alors moi, je vous ai enregistré mon aspirateur. Si
si vous voulez entendre, qui est entre 60 et 70 décibels. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir avec les tâches. Donc cette étude aussi qui analyse l'environnement des patients en réanimation et qui nous montre quel bruit réveille les patients, en tout cas sur la polysomnographie. Et les bruits, les visites familiales ont été retrouvées en majorité avec 1 sur 5 des simulations qui réveillent le patient. 68% sont non identifiables au vu du bruit environnant, donc ils n'ont pas été isolés. Ensuite, à part le bruit, les patients sont quand même pour la plupart ventilés. Ça, c'est une mise au point de la SRLF, une revue de la littérature qui nous montre que les principales causes de réveil chez le patient ventilé, c'est une VSD mal réglée et des asynchronismes patient-ventilateur. Parce que l'hypothèse suggérée, c'est que la demande ventilatoire la nuit est moindre qu'en journée, donc il faudrait régler son respirateur le soir et trouver un équilibre entre une sous-assistance et une surassistance qui mettrait le patient en apnée et le réveillerait. Ensuite, les patients ventilés sont sédatés. Et pour rappel, le sommeil il est spontané, circadien et réversible par les stimuli externes, comme on l'a dit au début. Et tout ça, c'est ce que n'est pas la sédation. On va commencer par le plus connu, le propofol. C'est une étude de 2007 qui étudie les patients ventilés et sédatés par propofol par polysomnographie. Donc ça, c'est chez les patients sédatés, c'est un hypnogramme de leur sommeil, et on voit qu'il n'y a qu'un patient qui a quelques minutes de sommeil paradoxal. Il y a très peu de sommeil lent, profond, enfin un patient. Chaque hypnogramme est le sommeil d'un patient, et la seule chose qui différencie chaque situation, c'est le mode ventilatoire. Et ça, c'est les patients non sédatés par propofol. Et donc on peut voir qu'il y a du sommeil paradoxal qui apparaît sur chacun des hypnogrammes presque, alors qu'il n'était absolument pas présent chez les patients sédatés par propofol. Ensuite, les benzodiazépines, qui sont de moins en moins utilisées quand même, parce que connues pour altérer l'architecture du sommeil. Ça, c'est une étude de 22 patients ventilés et sédatés par du midazolam, et qui sont randomisés en 2 groupes, en sédation continue versus discontinue, ce qui a été essayé pour faire une épargne de sédation. L'hypnogramme en haut, c'est les patients qui sont en sédation discontinue. On voit un peu de sommeil paradoxal, mais c'est très peu. Et en dessous, l'hypnogramme d'un patient sédaté par benzodiazépine. Donc absolument pas de sommeil paradoxal, même pas une petite minute. Une hypothèse datant de 2023 d'une pneumologue rouennaise qui a étudié en dosant le métabolite urinaire de la mélatonine et a retrouvé un lien entre son excès de production et la sévérité de la pathologie. Donc il montrerait que les patients sécrètent plus de mélatonine pour se passer dans un état d'épargne énergétique. Les conséquences de la privation de sommeil, parce que là je vous ai montré plein de hypnogrammes et plein de patients qui ne dorment pas en réanimation, mais ces patients, ils sont plus sujets au délirium de réanimation, ils sont plus sujets aussi à une immunodépression, à des variations glycémiques et endocrinologiques, notamment à un hypercortisolisme, mais aussi des variations respiratoires avec une baisse du VMS, de la capacité vitale. J'ai essayé de chercher toutes les solutions possibles. La mélatonine, qui n'a pas montré de bénéfice. Donc ça peut être en lien avec l'étude que je vous ai montrée, les patients sécrètent plus de mélatonine qu'ils en ont besoin. Et donc au final, leur en apporter n'a pas de bénéfice. Le Dexdor, qui a été étudié dans la nuit post-opératoire sur une méta-analyse, 5 études qui a regroupé 381 patients avec une étude du sommeil par polysomnographie qui est non significative sur le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Donc le Dexdor n'aurait pas de bénéfice et n'apporterait pas plus de sommeil profond. Il augmente un tout petit peu le sommeil lent léger. Ça, c'est une étude expérimentale sur les rats qui étudie tous les sédatifs, donc Dexdor, midazolam, propofol, mais aussi le sévoflurane, dont on a parlé. Elle date de 2024 et elle montre, en fonction d'un placebo, à 48 heures post-arrêt des sédations, le taux de sommeil lent profond et paradoxal, en fonction d'un placebo, le rage à lactate.
Les petites astérix montrent quand c'est une différence significative et on peut voir qu'il y a très peu de sommeil paradoxal chez les rats qui ont été sédatés par dexormidazolam puis propofol. Le seul qui n'a pas montré de différence significative, c'est le sevoflurane. On a parlé que la ventilation mécanique, en tout cas des asynchronismes patient-ventilateur, ou une surassistance, voire sous-assistance, pouvait réveiller les patients. Plusieurs solutions ont été étudiées. La NAVA, donc là c'est le schéma que je vous ai mis, c'est un ventilateur qui est déclenché en fonction d'un signal diaphragmatique par des électrodes intra-œsophagiennes. Donc comme je vous ai dit, aussi bien ajuster sa VSZ parce que le patient a moins besoin d'être ventilé le soir. Et la VAC a été démontrée sur la nuit comme plus bénéfique que la VSZ. Les patients dorment mieux quand ils sont ventilés en VAC la nuit. Ensuite, donc, en non pharmacologique encore, c'est les bouchons d'oreille et les masques anti-lumière. Ça a été utilisé là à Paris dans une étude sur 46 patients en post-opératoire immédiat, donc en salle de réveil comme ici. Ils ont été randomisés entre protection versus pas de protection. Et par contre, là, c'est pas une étude en polysomnographie, mais par hétéroévaluation et montre d'actimétrie. Et a été retrouvée une différence significative sur la qualité de sommeil, sur une évaluation subjective, mais aussi montre d'actigraphie. Au total, la prise en charge, donc ce qui est déjà fait au crânien 17, c'est limiter la sédation chez les patients ventilés. Les patients sont en VSZ mais non sédatés. Proposer des masques anti-lumière et des bouchons d'oreille, c'est déjà fait. Est-ce que c'est fait assez systématiquement? Je ne sais pas. Voilà. Ce qui serait à faire, ce serait de maintenir un cycle veille-sommeil pour tous les patients. Donc ouvrir les volets la journée, même chez les patients sédatés, parce que de toute manière, ils ne dorment pas vraiment, ils sont sédatés. Fermer, éteindre les lumières la nuit. Ne réaliser que les interventions urgentes entre minuit et 4 heures. Vérifier aussi les réglages du ventilateur avant la nuit, en fonction des demandes du patient qui commence à s'endormir. Demander aux familles de sortir la nuit, parce que comme on a vu, c'est quand même une grande source de stimulation et de réveil chez le patient. Ce qui est difficile, il y en a un en réagir à Rouen, c'est d'installer un sonomètre qui permet de se rendre compte du bruit qu'on fait et de réduire l'intensité des éclairages. Comme ça, changer toutes les lumières, c'est compliqué. Merci.